laisse la... Ok, alors très bien. Donc maintenant, on va écouter Julien Hernandez, donc journaliste scientifique. Il va nous faire il va faire une présentation aujourd'hui, donc pareil, 50 minutes et 10 minutes de questions à peu près, sur la métacognition comme outil de réflexivité sur nos motivations. Et il reviendra donc demain, c'est ça. Mais on fera dans ce cadre-là un atelier, sur quoi tu nous en diras quelques mots. Donc on sera moins dans un contexte de présentation, et plus dans un contexte de mise au travail, mise en activité. Voilà. Donc 50 minutes, 10 minutes de questions, et c'est à toi. Ok. Bon. Bonjour tout le monde, merci d'être resté. Merci au Cortex de m'avoir invité, je suis super content d'être là en vrai, vraiment. Je suis un peu impressionné, mais je suis content d'être là. Je vais vous parler de métaconation, à ne pas confondre avec le fait de métacogner. Ici, c'est métaconater et non pas métacogner. Je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ça et ce que c'est, en tout cas ce que j'entends par là. Et donc je vais vous proposer, pour bien métaconater, une introduction générale à une théorie que j'aime beaucoup. Tout ce que je vais raconter, grosso modo, je vais le dire après, je ne suis pas un expert de cette théorie, est issu de ce bouquin de corpus sur la théorie de l'autodétermination. Voilà. Ok. Alors, je fais quelques petites précisions au préalable pour désamorcer un gros syndrome de l'imposteur. Voilà, je suis pas un expert de la TAD du tout. Là. Je vais appeler ça la TAD, ça va plus vite. Pas théorie de l'autodétermination à chaque fois, je risque de bégayer, de me tromper. Donc TAD, c'est plus simple. Donc je suis pas un expert, donc par rapport à mes 3 collègues fantastiques qui sont experts de leur thématique, voilà, les choses sont dites. Moi, je suis journaliste scientifique et je suis, on va dire, en cours d'acquisition d'expertise puisque je suis en 3e année de licence de psychologie. Je le précise, en fait, parce que ça peut biaiser ma lecture. J'aime beaucoup cette théorie. J'ai un rapport très affectif à cette théorie puisqu'en fait, je l'utilise dans ma vie de tous les jours pour analyser mes motivations dans mes comportements et globalement, elle me sert beaucoup et donc je pense que s'il y avait des preuves, par exemple, qui allaient à l'encontre de cette théorie, j'aurais peut-être du mal à me dire, tiens, voilà, ça déstabilise mon modèle du monde et la façon dont je m'en sers, donc je le précise pour que ce soit clair. Merci de dire ça. Ok. Donc, c'est quoi la métacognition et surtout pourquoi je vais en parler? Je fais une distinction rapide qui est critiquable, qui n'est pas forcément consensuelle en philosophie de l'esprit, l'idée que donc la cognition, c'est une directionnalité d'ajustement du monde vers l'esprit. Je perçois le monde, et ce monde me renvoie des informations, et j'adapte mes croyances en fonction du monde. La conation, c'est plutôt la direction d'ajustement inverse. C'est mon esprit qui désire des choses, qui veut des choses, et je vais faire en sorte d'adapter le monde à ses désirs, à ses volontés. Grosso modo, ça fait partie des théories de l'action. La cognition, donc les connaissances que j'ai, la conation, les désirs, les volontés, plus les affects, ce que je ressens, ce que j'éprouve, c'est les 3 déterminants psychologiques de l'action. Grosso modo. Je ne vais pas préciser si je vais trop vite ou si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre, il n'y a aucun problème. J'ai mis mode de la métacognition entre guillemets, c'est pas pour dire que la métacognition c'est pas cool, c'est trop bien la métacognition, mais en fait, le constat que j'ai fait dans mon coin, en tant que penseur critique parfait évidemment, c'est que on parle beaucoup de métacognition, et en fait, que ce soit dans les milieux sceptiques, critiques, mais aussi dans la littérature scientifique. On voit énormément d'articles fleurir sur la métacognition, et c'est chouette, mais c'est vrai que en faisant quelques recherches sur Scholar, je vois beaucoup moins, d'ailleurs le terme métaconation est très peu utilisé. Je ne sais pas, à main levée, qui avait déjà croisé le terme métaconation? Quand même. Donc, c'est pour ça que j'en parle, parce que je pense qu'en fait c'est hyper important de ne pas juste se concentrer sur les croyances qu'on a et sur la façon dont on réfléchit, mais aussi sur ce qui nous motive à croire et à agir. Donc, grosso modo, c'est la même chose que la métacognition, sauf que ça ne porte pas sur le même objet. La définition que j'en donne ici, elle n'est pas, c'est pas une définition universitaire dans l'absolu, c'est l'ensemble des processus qui nous permettent la prise de conscience de ce qui nous motive à agir. Voilà, grosso modo. Je fais un bref point sur ce que je ne vais pas dire, parce qu'en fait j'avais envie de dire plein de trucs, mais ni le temps, ni la compétence, ni
plein de choses. J'avais envie de faire une histoire du concept de volonté et de motivation, mais c'est trop long. Et parce qu'en fait, la théorie que je vais vous présenter, elle jette à la poubelle le concept de volonté complètement. Elle le fout à la poubelle. Il n'y a pas de volonté intrinsèque. Enfin, il n'y a pas de volonté en mode je suis motivé magiquement à faire des trucs. Ça n'existe pas dans la théorie que je vais vous présenter. Je voulais aussi faire une vue d'ensemble des théories de la motivation humaine pour vous dire en gros pourquoi j'ai choisi celle-là, mais ça aurait été malhonnête, parce qu'en fait, pourquoi j'ai choisi cette théorie? Parce que je l'aime beaucoup. Voilà, en fait, ça s'arrête là dans l'absolu, donc ça aurait été vraiment de la rationalisation post-hoc de dire oui, en fait, regardez, il y a toutes les théories qui existent, mais en fait, j'ai choisi rationnellement celle-là. C'est pas vrai du tout, mais j'aurais beaucoup aimé le faire. Et il y a plein de liens à faire, en tout cas, de mon côté, j'en fais plein avec cette théorie-là et des théories en psychologie, notamment les théories de l'attachement, du développement affectif, ou même elle a des implications en fait prescriptives, cette théorie dans l'absolu. Et donc on peut faire des liens avec la philosophie morale, avec la politique, mais j'en ferai pas parce que trop long et parce que je suis pas compétent pour en faire. Bon, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous faire une introduction très théorique et très générale dans un premier temps de la TAD et de son appli. Après, je vais passer à l'application que moi j'en ai dans ma vie quotidienne. Donc sur des situations qui me sont arrivées, des situations vécues quoi. Demain, on fera un atelier pour qu'en fait tout le monde puisse s'approprier la théorie. Et jeudi, avec Céline, on vous présentera les liens qu'on a fait entre la TAD et le processus temporel de l'esprit critique, notamment sur la question de comment on s'engage dans le processus, quand on se dit ok là je vais faire preuve d'esprit critique, et comment on y reste, comment on se maintient dedans. Ok, allons-y. Merci. Alors ces deux messieurs, c'est Richard Ryan et Edouard Dessy, ce sont des psychologues, professeurs de psychologie, je ne sais plus à quelle université, j'ai oublié, m'en voudrais pas. Qui sont les deux fondateurs de la théorie de l'autodétermination. Et là, en première instance, je vais vous parler du geste théorique fondateur de la théorie. Ce geste théorique, il est relativement simple. Enfin, moi qui connais la théorie depuis 3 ans maintenant, il me paraît simple, mais en fait, il ne l'est pas forcément. Ils sont partis d'un constat que la motivation était conceptualisée de façon unidimensionnelle en psychologie, c'est-à-dire c'était quelque chose qui était quantitatif. C'est très binaire. Je suis motivé, je ne suis pas motivé, et il y a un genre de quantum de motivation. Plus des choses me motivent, plus je suis motivé. Et donc c'est très unidimensionnel. Mais eux, ils se sont dit non, ça me semble pas exact, parce que selon le type de choses qui nous motivent, ça agit pas de la même façon sur nos comportements, sur la façon qu'on a de les maintenir, sur la performance qu'on a, sur l'épuisement que ça peut nous provoquer, etc., etc. Et donc, ils ont proposé, on va le voir après, une conception multidimensionnelle de la motivation humaine. Oui. C'est à quelle époque Ryan et Dessy, je crois, mais... C'est 99. Ouais, je crois que c'est dans les années 95, fin des années 90. Ouais, fin des années 90, c'est ça? Ouais, fin des années 90. C'est ça, fin des années 90. Donc du coup, le corollaire à ça, c'est que ça s'oppose aux théories strictement quantitatives de la motivation. La motivation n'est pas juste une quantité de volonté, de choses, c'est aussi, ça reste une quantité, mais qui va être, être différenciée qualitativement parlant. Donc, cette théorie conceptualise différents types de motivation ou de régulation, on va en parler, on va voir la distinction après. Et pour les auteurs, ça c'était très important, elle doit avoir un intérêt phénoménologique, elle doit parler aux gens. Une théorie de la motivation humaine, ça semble logique, mais pas toutes les théories en psychologie ont cette ambition. Ça doit avoir un intérêt pour les gens, ils doivent pouvoir se l'approprier en fait, pour justement faire de la métaconation. Ok. Je vais vous présenter les postulats de la théorie. Donc ça, c'est ce que les auteurs vraiment affirment sans le démontrer. Ils partent de ces principes-là. Premier principe, c'est que l'activité, la motivation, la curiosité, le désir de réussite, au sens large, pas forcément la réussite comme on la conçoit à une époque donnée dans une civilisation donnée, est inné. L'individu arrive au monde naturellement actif, naturellement motivé à explorer son environnement, à tout ce que j'ai écrit là. C'est une disposition qui est innée.
Le corollaire de ça, c'est que l'aliénation ou la passivité chez les individus est nécessairement acquise. C'est l'environnement, c'est l'influence de l'environnement sur les individus qui provoque des comportements aliénants ou passifs. Ouais, Question de clarification, ça veut dire que que chaque individu qui naît est de base actif, motivé, curieux, Ouais. ou chaque individu naît avec un certain degré d'activité, de motivation, de curiosité. Moi, comment je l'ai compris, c'est plutôt la première. C'est D'accord. plutôt de base, il y a des dispositions à l'activité, la motivation, la curiosité. La question des degrés, je pense qu'elle se pose peut-être plus tard par rapport aux différentes régulations que l'individu va intérioriser. Mais de base, il me semble que c'est l'idée qu'on est tous plus ou moins égaux, entre guillemets, mais l'environnement vient très vite casser ça en fait. C'est de base, c'est de dire que, on va le voir après, l'importance de l'environnement sur la motivation, parce que c'est une théorie en fait psychologique au niveau de l'individu, mais en fait qui est vraiment très essentiellement dialectique avec l'environnement qui est sur l'individu et inversement, dans le sens où cette activité, elle est, on dit innée parce qu'elle arrive, mais en fait l'environnement est tout de suite là pour moduler ça, donc ça dure pas forcément. Après il y a des degrés probablement qui se mettent en jeu. Merci. Donc, c'est ce que je disais, le corollaire, c'est que, de par cette théorie, l'environnement qui vient, on verra, il y a deux gros types d'environnements conceptualisés, les environnements dits autonomes et les environnements dits autoritaires ou contrôlants. Donc l'aliénation passivité est nécessairement acquise. Okay. La théorie s'ancre dans une conception, je vais détailler les termes, organismique, interactionniste, structuraliste et constructiviste du développement psychologique. Ça veut dire quoi ? C'est pas compliqué, c'est juste, j'ai utilisé les termes parce que pour moi ça me permet de juste compacter les notions. Organismique, ça s'oppose à une vision mécanistique du développement, c'est-à-dire qu'en fait c'est un organisme qui se développe et il intègre des choses activement, c'est pas passif, c'est pas juste un mécanisme qui se déroule. Interactionniste, il y a une interaction avec un environnement systématique dans le développement psychologique. Structuraliste, il y a des structures internes qui se forment au cours de ce développement. Et constructiviste, l'individu en étant actif en interaction avec ces structures construit ces structures lors de son développement psychologique. Voilà. Et par structuraliste, est-ce que tu comprends aussi l'influence des structures externes à l'individu ? Quand je parle de structuralisme, là, après, les personnes notamment Lucille qui travaille en psychologie de développement, peut-être que tu pourras me corriger, mais j'entends vraiment la formation de structure au sens piagétien, en fait, genre de schèmes, de modèles mentaux au niveau du système cognitif. J'imagine que c'est plus interactionniste, l'idée des structures extérieures qui nous influencent. Oui, complètement. Le fait qu'il y ait en fait, l'environnement est compris au sens très large, en fait. Il faut entendre tout ce qui peut... tout ce avec quoi on peut interagir, donc en fait, c'est extrêmement large, quoi. Et le dernier. Là, j'ai mis les postulats principaux. Il en existe peut-être d'autres que j'ai loupés. Il existe des besoins psychologiques fondamentaux. Et ce que je vous présente là, c'est les critères qui font que ces besoins psychologiques sont fondamentaux. Et on les verra ensuite. Ils sont au nombre de 3, mais je vous détaillerai après. Ils doivent être universaux. Ils doivent favoriser le plein fonctionnement de l'individu et son bon développement. Ils entravent lourdement l'existence de l'individu s'ils sont frustrés, et ils doivent être de premier ordre, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas découler d'un besoin. Typiquement, on parlait lors de la présentation de Céline du besoin de sens. Le besoin de sens, pour la TAD, n'est pas un besoin fondamental parce qu'il va découler d'un autre besoin, du processus qu'engendre un autre besoin, qui est le besoin d'autonomie. Voilà, c'est en s'autonomisant, en ayant la sensation d'être libre, d'être agent, que l'individu va générer du sens, et donc ce besoin de sens n'est pas fondamental en ce sens-là. Voilà. C'est les critères qui se sont donnés pour classifier les besoins en fondamental ou non fondamental. Ok. Sur les postulats, oui. Au moins sur les deux premiers, j'ai l'impression qu'ils sont quand même un peu forts. Est-ce que c'est quand même... Enfin, moi, j'y connais pas grand-chose, mais est-ce que c'est quand même plutôt bien justifié par ailleurs, cette idée d'acquis et d'inné, par exemple ? Alors la question de l'acquis et de l'inné, j'en ai un peu parlé hier quand j'ai discuté avec, je sais pas avec qui, avec David et avec, je crois qu'il y a Emmanuel qui est venu se greffer après, enfin bref. L'inné et l'acquis, en psychologie du développement notamment, mais je parle sous le contrôle quand même de Lucille parce que elle est
cette idée, elle est considérée comme, comment dire, pas fallacieuse, mais dépassée, puisque de fait, il peut y avoir de l'acquisition de préférences avant la naissance. Donc en fait, ça dépend aussi le sens qu'on donne à inné. Est-ce que c'est le sens de natif? Est-ce que c'est le sens de... Il y a des structures présentes qui vont maturer au fur et à mesure du développement, enfin ça dépend. Ça dépend du sens qu'on donne à ces mots très connotés. Est-ce que je peux te compléter du coup? Oui, carrément, bien sûr. En fait, dans le cadre de la psychologie du développement, on préférera parler d'un paradigme entre la phylogénétique et l'ontogénétique et réfléchir à des processus, des mécanismes, des compétences qui ont été acquises au cours de l'humanité, mais qui résultent quand même d'une adaptation et d'une interaction avec l'environnement. Là où sur d'autres dispositions qui sont plus à l'échelle de l'individu, on va vraiment parler d'acquisition, l'idée générale qu'on a derrière, mais c'est vrai que voilà, on peut préférer le côté phylogénétique, ontogénétique à l'inné et l'acquis, parce que finalement la question de l'apprentissage, de l'adaptation et de l'interaction, elle est tout le temps présente à tous les niveaux de vie de l'individu. Mais c'est dans la définition que tu en as donnée, c'est un peu comme ça que je le comprends aussi. Qu'il est présent. Et surtout, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est lié aussi à ça, dans le sens où, en fait, c'est inné, c'est vraiment ce que quand je répondais à Valentin, c'est inné, mais en fait, ça n'a pas grand sens, parce que tout de suite, l'environnement est là, et tout de suite, l'environnement module, mais l'idée, c'est de dire que si, vraiment, expérience de pensée, si l'environnement était parfait et satisfaisait systématiquement les besoins psychologiques fondamentaux de l'individu, on resterait avec des individus systématiquement actifs, motivés, curieux. C'est ça le principe. Le principe initial de la théorie, c'est ça. C'est de dire que si ça c'est satisfait, avec les besoins vitaux évidemment, il n'y aurait pas d'aliénation et pas de passivité. Okay. Et donc ça part aussi, c'est vraiment une théorie psychologique mais qui s'intéresse à l'environnement et qui en fait, il y a des liens à faire avec la sociologie et plein d'autres dynamiques qui étudient les dynamiques environnementales, les dynamiques structurelles, très clairement. Merci. Donc, les hypothèses qu'on peut tirer de tout ça, je l'ai déjà dit mais je répète un petit peu, il existe différents types de motivation. L'environnement joue un rôle déterminant, c'est ce qu'on disait, dans la satisfaction des besoins psychologiques de l'individu et dans l'intégration des régulations. Les régulations, je vais en parler après en présentant le modèle, c'est des raisons d'agir, des genres de moteurs qui vont motiver des individus à agir. Et elles sont de types différents selon... les objets auxquels elles font référence, mais j'en parlerai avec le modèle, ce sera plus simple. Pareil, je vais détailler aussi après avec le modèle ce qu'est la motivation autonome et la motivation contrôlée, mais globalement, je le dis maintenant, la motivation autonome, selon cette théorie, c'est son hypothèse en tout cas, favorise la persistance dans un comportement, le bien-être, alors après, le bien-être, notion très vague, mais je pourrais pas m'attarder là-dessus, j'en ai pas les compétences, la performance, et une meilleure santé mentale, pareil, santé mentale, entre guillemets. Et la motivation contrôlée entrave cette persistance, entrave ce bien-être, entrave la performance et favorise l'épuisement et une mauvaise santé mentale. Voilà, grosso modo pour les hypothèses très générales de la théorie de l'autodétermination. On va rester un moment sur ce schéma. Oula, il est cassé. Un peu cassé. Pourtant, il apparaît... Ah non, ça va. Bon, il est cassé parce que... Ok, c'est pas très grave. On va rester un moment là-dessus. Donc, ok. Là, ici, en bas, vous avez ce que les théoriciens appellent un gradient d'autodétermination ou d'autonomie. Les termes sont plus ou moins interchangeables, même si je préfère parler là de gradient d'autodétermination. C'est la sensation d'autodétermination perçue, l'autodétermination étant non pas le fait d'être libre dans l'absolu, c'est pas lié à des débats philosophiques sur le déterminisme, est-ce qu'on est déterminé absolument ou pas, c'est lié à la sensation perçue. Est-ce que je me sens libre de mes actions, est-ce que je me sens agent, est-ce que j'ai l'impression d'avoir décidé de faire ce que je suis en train de faire, ou est-ce que j'ai l'impression d'être un Sims, globalement, hein, c'est l'idée. Et ça, en gros là je vous présente un peu tout à l'arrache avec le modèle, dans le sens où je vais vous présenter à la fois le modèle, les objets, et à chaque fois je vais vous donner aussi des liens avec les preuves empiriques, mais globalement partir du principe que tout ce que je vous présente, c'est tiré des résultats du manuel de corpus ici, et c'est les premiers résultats, c'est des résultats qui sont globalement, je dis bien, stabilisés, qui sont relativement solides empiriquement parlant, parce qu'il y a beaucoup, c'est une des études en psychologie sociale, parce que c'est quand même de la psychologie sociale, qui dispose d'énormément de preuves empiriques.
Donc ce gradient-là, ça permet de placer à quel point tout ce dont je vais vous parler là favorise ou non ce sentiment d'autodétermination. Ok ? Et cette sensation d'autodétermination, c'est pas une surprise, mais il a fallu le démontrer, c'est corrélé au bien-être. Plus je me sens agent, plus je me sens mieux, pour la faire courte. Ensuite, dans un premier temps, la TAD, elle avait une conceptualisation très... comment dire ? La première conceptualisation, c'était intrinsèque-extrinsèque. L'idée qu'il y a des motivations qui sont intrinsèques, internes à moi-même, et d'autres qui sont extrinsèques. Sauf qu'il y a un problème qui s'est posé, c'est que si on fait cette séparation-là et qu'on dit, ok, donc, parce que l'idée c'est que la meilleure motivation c'est l'intrinsèque, du coup, celle qui émane vraiment de moi, il y a eu un problème empirique, c'est qu'en fait, il y avait d'autres types de motivation ou de régulation qui, en fait, favorisaient la persistance dans les comportements. Oui. Oui. Ah non, je voulais poser une question. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être vous expliquer déjà ce que sont ces régulations, et comme ça, après, ce sera peut-être plus clair. L'idée de la régulation intrinsèque, donc de ces raisons d'agir, de ces moteurs qui nous permettent de persister dans des comportements, l'intrinsèque, c'est vraiment l'idée que l'activité que je suis en train de faire est une fin en elle-même. Le plaisir que je prends avec cette activité n'est pas dissociable de cette activité. La régulation intégrée est en fait... En gros, l'idée de ce gradient aussi, c'est que plus je descends, moins ça veut dire qu'au cours du développement, j'ai fait ces raisons d'agir miennes. En fait, c'est un peu une genre de... plus c'est haut là, plus c'est corrélé avec mon soi, avec les aspirations qui sont les miennes. Et moins, plus ça descend, plus c'est considéré comme extérieur à moi-même et plus c'est contrôlant en fait. Plus j'ai l'impression que c'est un petit diablotin qui est là et qui me dit ce que je dois faire. Est-ce qu'on peut parler de besoin aussi, quand plus on va vers la droite en gros de ce gradient et plus ça correspond à un besoin personnel, plus qu'à un plaisir, genre vraiment un truc où... En fait ça dépend ce que tu entends par besoin, mais l'idée c'est que, en tout cas, si l'environnement satisfait les besoins psychologiques fondamentaux dont j'ai parlé, et que j'ai même pas détaillé, en fait il y en a 3 qui ont été mis en évidence par la théorie de l'autodétermination à l'aide de méthodes type questionnaire, analyse factorielle, matrice de corrélation pour en fait voir à quel point ces besoins-là existaient. C'est le besoin d'autonomie, le besoin de proximité sociale ou d'appartenance et le besoin de compétence. Ces 3-là sont des besoins fondamentaux avec les critères, sont considérés comme des besoins fondamentaux par rapport aux critères que j'ai énoncés tout à l'heure. Autonomie, proximité sociale / appartenance et compétence. Besoin de compétence, c'est... Besoin de compétence, genre, je prends un exemple trivial, si je vais à la salle de sport, j'ai besoin de me sentir compétent dans l'exercice. Si je sais rien faire, si je sais pas comment me servir d'une machine, me servir des outils que je trouve à disposition, mon besoin de compétence va être altéré. Je vais pas initier le comportement, c'est assez trivial, mais c'est lié à la notion d'auto-efficacité, beaucoup. Le sentiment interne de se sentir compétent dans ce qu'on fait. Si tu permets que je m'attarde sur les régulations, juste pour Oui, être sûr de bien comprendre. Donc si je reprends ton exemple, c'est par exemple quand on est à l'école, on nous force à faire du sport, et donc quand on nous force, la régulation est externe. Oui. Quand on exerce ensuite, elle devient introjectée à l'intérieur de soi. J'ai pas compris, t'as dit quand on l'a. Quand on exerce, au bout d'un moment où on exerce, où on s'exerce, on comprend peut-être les bénéfices, et donc on commence, il y a un processus d'introjection, puis régulation identifiée, ce serait je commence à identifier ce besoin à l'intérieur de moi, intégrer, j'en fais partie, je commence à aller vers le sport, et régulation intrinsèque, c'est maintenant je suis capable de... Est-ce que c'est quelque chose comme ça ? Je vais expliciter. En gros, l'idée donc, c'est que ça c'est le gradient, à quel point c'est proche de mon soi. En gros, l'idée, pour la faire simple, la régulation intégrée, c'est des raisons d'agir qui sont très liées à des valeurs. En vrai, c'est quasiment de la superposition au soi au bout d'un certain temps, dans le sens, j'ai des valeurs très fortes qui s'apparentent quasiment à moi, mais c'est toujours externe, parce que ce qui est intrinsèque là, c'est très lié au postulat initial de l'activité, de la curiosité initiale, innée de l'individu. Ce qui est intrinsèque, il n'y a pas besoin de raison externe, c'est ce qui découle du postulat d'innéité de je suis motivé, je suis curieux.
sais pas, prenez l'exemple d'une activité que vous avez, que vous aimez par-dessus tout et que vous êtes curieux ou vous l'adorez. Finalement, vous n'avez pas besoin d'autres raisons pour la... Alors, ça fait très très manichéen dans le sens où après, elles sont pas mutuellement exclusives, ces régulations. On peut adopter un comportement et il peut y avoir plusieurs régulations qui s'enchassent dans ce comportement-là. Mais là, caricaturalement, on peut quand même des fois trouver des comportements très motivés par juste de la curiosité pure ou en tout cas de l'intérêt très fort. Donc ça, oui. Un exemple qui me vient direct à l'esprit, c'est l'apprentissage des maths. Ouais. Où souvent on dit, moi j'ai rencontré plein de gens qui m'ont toujours dit, mais j'ai jamais compris à quoi ça servait, on m'a jamais expliqué, etc. Et en fait, le truc c'est que les gens qui aiment ça, ben, en fait, ils ont absolument pas besoin de savoir à quoi ça va servir, parce que juste, ils adorent faire ça juste intrinsèquement. Carrément. Et du coup, ils comprennent pas que plein de gens, en fait, c'est pas du tout clair pour... Parce que c'est, peut-être cet exemple, on peut aussi... Je trouve que c'est un bon exemple. Et t'aimes faire ça en soi, et quand on te demande ça sert à rien, tu dis bah bon, c'est comme c'est comme faire du foot ou genre... C'est ça. Donc du coup l'intrinsèque c'est ça, l'intégré c'est qu'il y a des valeurs vraiment fortes, typiquement je sais pas le fait de vouloir apporter des choses meilleures dans le monde, sinon ça peut être une valeur très forte et donc ça va motiver à aller dans des assos, à faire du bénévolat, etc. Alors tout ce que je dis, pour quand même pas trop désociologiser le problème, Thibaut, c'est quand même sous l'égide de conditions matérielles, tout ça c'est pas dans un vacuum en mode ah c'est bon je vais tout seul, faut pas non plus comprendre comme c'est de l'anti-développement personnel, faut pas croire en mode tout seul je vais trouver dans mon environnement comment satisfaire mes besoins psychologiques fondamentaux et tout va aller pour le mieux, j'ai pas d'argent c'est pas grave, je vais ouvrir mon entreprise, bref. C'est vraiment pas le discours que je suis en train de tenir, hein, qu'on soit bien clair. C'est comme ça que tu deviendras riche. Hein. Non, mais de toute façon, c'est pas dans mes motivations de devenir riche. Donc l'intégrer, c'est les valeurs. Identifier, c'est plus relié à des identifications instrumentales. En gros, je vais rester sur le sport, parce que c'est un exemple que je maîtrise plutôt bien. C'est l'idée de... et ça, c'est un truc pour lequel les psychologues de la motivation se battent un peu, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui vont dire aux gens « Faites du sport, c'est bon pour votre santé. » Alors, c'est très bien d'avoir des régulations identifiées, il n'y a pas de souci d'avoir identifié un bénéfice que je peux en retirer, mais c'est généralement pas suffisant pour initier des comportements. Et donc, j'en parlerai plus tard quand je parlerai de ma propre réflexivité sur ma relation au sport avec la théorie de l'autodétermination. Généralement, pour dire à une personne, pour inciter une personne à faire du sport, il faudrait mieux lui dire faites le sport qui vous plaît. Voilà, faites le sport qui vous plaît, et pas c'est bon pour votre santé. Ça arrive après, une fois que la personne a trouvé une activité qui lui procure du plaisir et qui satisfait ses besoins psychologiques fondamentaux. Voilà, et en fait, alors je vais y revenir, je fais la distinction comme ça en cours. En fait, l'idée que donc la base c'était intrinsèque, extrinsèque, et le problème c'est que il y a ces deux-là qui sont venus et qui étaient en mode, ok, ces deux-là elles sont extrinsèques, mais elles favorisent la persistance, le bien-être, et donc c'était un problème pour la première conceptualisation, qui partait plutôt du principe, si c'est pas intrinsèque, en fait, ça motive plus ou moins bien, ça motive pas trop bien, alors qu'en fait, ces deux-là, quand même, participent à de la motivation de qualité, si je puis me permettre. Quand je dis qualité, c'est relié à du bien-être, à de la performance, quand je dis performance, c'est pas forcément, performance et tout, c'est genre, on fait les choses bien, quoi. Et en fait, ce problème-là est venu conceptualiser une nouvelle typologie, motivation autonome versus contrôlée. Et là, c'est relié à ce gradient, qui est que la motivation autonome, c'est une motivation qui comprend des régulations qui favorisent ce fameux sentiment d'autodétermination. Tandis que ces deux régulations dont je vais parler juste après sont des régulations qui vont abaisser ce niveau d'autodétermination et qui vont être carrément corrélés à des comportements aliénants ou passifs et qui vont entraver le bien-être de l'individu. La régulation introjectée, donc, c'est une régulation qui est liée à l'évitement d'émotions négatives type culpabilité ou honte, ou à la recherche d'émotions glorifiantes, type fierté, type ego, etc. Vraiment je ne le fais pas par plaisir, ni par mes valeurs, ni par identification d'un bénéfice, mais je le fais
parce que j'ai besoin de me valoriser, parce que j'ai besoin de validation sociale, ou parce que j'ai besoin d'éviter de la culpabilité ou de la honte. Et la régulation externe, c'est la plus basique d'un point de vue externe, c'est évitement d'une punition ou recherche d'une récompense. Typiquement, l'exemple classique, c'est à l'école, les notes, on est clairement dans de la régulation externe. Oui, Lila. Tout à l'heure, tu parlais de l'exemple des médecins et du fait que tenir tel discours, c'est plus ou moins motivant. Ouais. Est-ce que la TED, elle a été testée dans le cadre de tentatives je sais pas comment dire, de modification comportementale en fait? Oui, alors. Et à quel point c'est efficace, à quel point c'est prédictif parce que... Alors, elle a été testée, ça c'est sûr, elle a des applications dans plein de domaines, j'en parlerai tout à l'heure, et il y a une pratique, notamment par les psychologues qui travaillent avec cette théorie, qui est l'entretien motivationnel. Donc ils s'entretiennent avec des gens pour accroître leur motivation, et donc ce qui veut dire accroître leur autonomie, généralement, leur sensation d'autonomie. À quel point c'est efficace, à quel point c'est prédictif, ça dépasse le cadre de mes compétences là tout de suite. Donc la régulation externe, et donc le parti pris de la TED, et pourquoi est-ce que je fais je reviens à ce que je disais au tout départ, elle met à la poubelle l'idée de volonté. C'est l'idée que s'il n'y a aucune de ces régulations, on est dans ce qu'on appelle un état d'amotivation. En fait, l'état d'amotivation, il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de raison d'agir, il n'y a pas de moteur, donc je n'entreprends pas le comportement. C'est vraiment ce parti pris il n'y a pas d'idée de ah oui, il n'y a pas de régulation, mais je suis libre, j'ai de la volonté, donc hop, allez, let's go, je m'y mets, je me prends un coup de pied au cul et j'y vais quoi. Non, ça n'existe pas. Voilà. Oui. Est-ce qu'ils font le lien avec des cas de pathologie, je sais pas, dépression Je me dis la motivation, ça pourrait être... Je sais pas. Oui. En termes du coup de psychologie, je crois que c'est cognitiviste là, en l'occurrence, il me semble que ça s'appuie aussi dans les postulats sur la base qu'il y a potentiellement une absence totale de libre arbitre également. Du coup, est-ce qu'on peut le rattacher aux théories du libre arbitre? Alors, oui et non, parce que c'est pas tant le libre arbitre dans l'absolu qui est important pour la théorie, mais la sensation de libre arbitre. D'accord. La sensation perçue d'à quel point je suis agent. Donc, en gros, quelqu'un qui a une régulation intrinsèque, le libre arbitre ne peut carrément pas exister. On a un peu rien à faire tant que j'ai la sensation, typiquement, si Jérémy a la sensation il fait des maths et en fait il a la sensation d'être complètement libre, peu importe qu'il soit déterminé depuis sa naissance à faire des maths et à aimer ça, ça va pas l'empêcher de le faire. Et j'ai un truc à dire aussi sur le libre arbitre, c'est que ça va se manifester par exemple quand tu as un même degré de motivation pour deux activités et tu vas délibérer sur laquelle tu fais. Et en fait, tous ces facteurs-là, ils peuvent être égaux, absolument égaux, peut-être, on ne sait pas. Hein. Peut-être que tu peux montrer qu'ils peuvent jamais être égaux pour une tâche. Mais si jamais ils sont, pour deux tâches, si jamais ils sont absolument égaux pour deux tâches, à ce moment-là, c'est là que tu vas avoir une délibération et un choix. Okay. Oui, Lila. J'avais juste un point très rapide sur la question de la dépression. Je sais qu'il y a des approches thérapeutiques qui mobilisent les entretiens motivationnels pour la poursuite des thérapies, notamment en cas de TCC. Et notamment dans le cadre des dépressions, que les gens ne sont pas motivés à suivre la thérapie. Du coup, ça peut être une option préalable de mettre en place un entretien motivationnel pour continuer la thérapie, etc. Donc j'imagine qu'il y a des rapprochements à faire. Je ne connais pas très bien les théories dessus, mais en tout cas, dans le cadre clinique, des trucs de cet ordre-là. De toute façon, on verra, j'en parlerai brièvement, mais la TED a des applications dans l'engagement et dans le maintien de la thérapie, dans le succès de la thérapie. Si les besoins psychologiques fondamentaux sont satisfaits, ça améliore l'engagement et ça améliore le succès d'une thérapie psychologique. Oui. Est-ce qu'on peut dire que les choses qui sont produites, les émotions qui sont produites par ces différents types de régulation, la régulation intrinsèque, ça produit du plaisir, et intégrer, identifier, ça produit de la satisfaction, introjecter externe, ça produit du soulagement, genre une fois que tu as fait la tâche, tu es soulagé. Oui, bien sûr, oui, carrément. Donc, intrinsèque, ça produit du plaisir quand tu fais la tâche, régulation intégrée, identifier, ça produit de la satisfaction, c'est satisfait. Et les deux autres, ça produit du soulagement. Soulagé de l'avoir fait, mais ça ne peut pas donner de la satisfaction. D'où l'aspect contrôlant, en fait, parce qu'en fait, on se sert de quelque chose d'externe pour soulager des préoccupations, alors que là, en fait, il n'y a pas ce soulagement parce que l'activité est très liée au soi. Voilà. Il me reste, j'ai un peu chronométré, mais est-ce que les gestionnaires du temps peuvent me dire un peu, parce qu'en fait, je m'attarde. Tu es à 34 minutes sur 50, donc c'est... Ok.
je fais un point rapide sur les points empiriques. Donc comme je vous l'ai dit, ah oui, ce qui est important de noter, empiriquement parlant, donc là, grosso modo, je vais après un peu détailler les buts et les orientations de causalité que j'ai mis ici, mais pour en rester là 30 secondes, il n'y a pas d'effet nécessairement cumulatif de ces régulations. En gros, le point, c'est de dire que, par exemple, si j'ai pour un comportement donné de la régulation intrinsèque très forte, mais qu'on vient moduler ça avec de la régulation externe, ça peut torpiller ma régulation intrinsèque, et non pas l'augmenter. L'idée, c'est de dire que c'est pas en mode, plus j'ai de régulation, mieux c'est, ça dépend de leur place sur cet axe, en fait. Tout à fait. Voilà. Oui. En fait, ça veut dire, genre, si tu prends du plaisir à faire du sport, mais que en plus de ça, on t'oblige à en faire, oui. Ça peut genre te donner plus envie de le faire. Typiquement, on peut prendre le cas, j'en sais rien, d'un athlète de haut niveau qui, au départ, en étant jeune, prend du plaisir, j'en sais rien, je prends l'exemple de la natation typiquement, à nager beaucoup, il nage, il s'amuse, mais dès lors que ça devient une contrainte forte, ça peut torpiller, ça peut torpiller. Alors après, ça dépend, comme Lucille disait en psychologie, ça dépend. Mais dans la plupart des cas, statistiquement, effectivement, ça peut venir torpiller lourdement la régulation intrinsèque et donc entraver le bien-être et donc les besoins fondamentaux. Oui. Rien que l'aspect compétitif du sport en France, en fait. Bien sûr. Et Après, dans un club de après sport. la compétition peut se retrouver ici parfois. Oui. Mais Oui, bon, mais c'est. ceux qui n'aiment pas ça. Mais oui. Mais oui, ceux qui n'aiment pas ça, clairement. Et du coup, on en avait parlé, hein, mais c'est une piste aussi explicative par rapport aux effets de réactance. La réactance, c'est ce truc de si c'est interdit, ça me donne envie de le faire. Oui, complètement. Alors, Complètement. C'est bon, tout va bien Non, ce que je veux dire, on pensait on va peut-être si tu veux développer ton propos, peut-être essayer d'arrêter un petit peu les questions. Ah oui, puisse dérouler peut-être. Ok, Et parce que c'est vrai que moi je. d'avoir des questions sur l'ensemble de la présentation à la fin. Ok. Alors, on essaye de se. Donc, freiner votre motivation. Intrinsèque. Bon, du coup, j'ai pas le temps, je m'attarde pas sur les mesures, sur les outils de mesure qui permettent de mesurer tout ça. C'est tout un tas de construits qui sont mesurés par des échelles psychométriques, des questionnaires, des paradigmes expérimentaux particuliers. Enfin, je m'attarde pas là-dessus, j'ai pas forcément le temps parce qu'il me reste quand même pas mal de trucs à vous dire, en vérité. Et juste un point sur quand même les buts et les orientations de causalité pour clarifier conceptuellement. Les buts intrinsèques, c'est très lié en fait aux motivations autonomes et intrinsèques, c'est des buts qui sont poursuivis pour eux-mêmes. Donc qui sont très liés aux valeurs de l'individu et à la satisfaction des besoins fondamentaux, tandis que les buts extrinsèques sont poursuivis pour des raisons externes. Typiquement, la distinction, ça pourrait être je poursuis ce but parce que il est important pour moi, il est lié à mes valeurs, ou extrinsèque, je poursuis ce but pour être riche, avoir un bon statut social, avoir une bonne condition matérielle, etc. etc. Et les orientations de causalité, c'est l'idée que les individus, selon comment ils se sont développés et aussi selon l'environnement dans lequel ils sont, ils vont... comment dire ? Je vais mis quelques notes parce que c'est le concept que je maîtrise le moins bien. Donc l'idée, c'est qu'il faut répondre, quand on veut adopter un comportement, à la question « qu'est-ce que je fais ?» Donc ça, c'est l'idée, l'orientation, je m'oriente, qu'est-ce que je vais faire et pourquoi je vais le faire. Donc pourquoi je vais le faire, quelle est la cause de pourquoi je vais le faire. Et en gros, l'orientation de causalité, ça va être, je vais percevoir une situation et à quel point je vais percevoir les situations comme étant valorisant mon autonomie ou est-ce que je vais les percevoir comme contrôlantes. Et ça, c'est quelque chose qui, chez les individus, en fait, c'est bizarre, c'est un peu un truc qui est à la fois un peu stable, dans le sens où on va plutôt avoir tendance à avoir une orientation de causalité stable et en fait, ça varie quand même. Donc en fait, c'est pas très clair si c'est un trait ou si c'est pas un trait. Mais à la rigueur, on pourra peut-être en parler plus tard parce que c'est un concept que je maîtrise. C'est le concept que je maîtrise le moins bien dans la théorie, pour l'instant. Ok, le schéma est plus ou moins clair pour tout le monde ? Oui. Ok. Avant de vous parler de ma vie, on fait un bref point sur les applications pratiques de la TAD avec le soutien à l'autonomie. C'est quoi le soutien à l'autonomie ? C'est le fait qu'il y ait une figure d'autorité ou en tout cas de confiance qui va se rallier aux objectifs de quelqu'un d'autre en adoptant son point de vue, en valorisant, en l'encourageant, en la valorisant pour qu'elle fasse des choix et en donnant un, comment dire, en étant à l'écoute de ses réflexions, de ses entreprises, de ce qu'elle veut faire, etc. etc. C'est grosso modo ça le soutien à l'autonomie.
et c'est très utilisé dans les entretiens motivationnels et dans les thérapies qui servent de la TAD pour aider les individus. Donc, ce soutien à l'autonomie, donc là c'est des résultats empiriques qui sont présents dans le livre. J'ai pas mis les sources, mais elles sont dans le livre, dans le sens où si je mettais les sources, là je me suis dit que ça faisait un peu fallacieux parce que je ne suis pas allé lire les articles que le bouquin documente, référence. Donc ça améliore la compréhension conceptuelle, ça améliore les résultats scolaires, ça améliore la créativité, ça améliore les activités scolaires, enfin l'entreprise, en tout cas le fait d'être investi, merci, dans des activités scolaires et sportives, la facilité à surmonter les préjugés, la productivité professionnelle, et c'est important de le mettre en adéquation, la réduction de l'épuisement, parce que c'est pas le tout que ça améliore la productivité, ça réduit aussi l'épuisement professionnel. En fait, c'est assez lié avec l'idée de burn-out qui n'est pas que... Ok, merci. Qui n'est pas que un excès de productivité, mais qui peut aussi résulter d'une perte de sens. Et donc là, le fait de soutenir l'autonomie produit une productivité plus grande, et pourtant un épuisement professionnel plus faible, donc les deux ne sont pas du tout incompatibles, en fait. Adoption d'un style de vie plus sain, et ça dépasse un peu des engagements, ce que je disais tout à l'heure, des engagements et des meilleurs résultats en psychothérapie. Voilà. Grosso modo, ça c'est... En partie, ça a aussi des liens, j'y pense maintenant parce qu'il y a un chapitre sur ça dans l'ouvrage. Dans les comportements écologiques aussi, ça a des liens. Enfin, en fait, vous pouvez l'appliquer à tout, puisque ça concerne tous les comportements. Ok, bon, c'est le moment où je vous parle de moi. Comment j'ai rencontré la TAD? C'était en 2022. Pour l'écriture d'un article, ce monsieur, c'est Mathieu Gourland. Il est psychologue et ingénieur de recherche à l'INSERM et il intervient auprès de patients qui souffrent de cancer. Et je l'avais interrogé pour un article sur la motivation à faire du sport, à faire de l'activité physique, parce que lui, il a fait sa thèse sur les motivations des adolescents en situation d'obésité à pratiquer une activité physique. Et donc j'ai écrit ce petit article là, le secret pour maintenir une activité physique, c'est de se sentir libre d'en faire. Donc en fait, grosso modo, ce que je dis dedans, c'est tout ce que je vous ai dit là appliqué au sport. Voilà, c'est l'idée. En gros, l'idée de dire c'est bon pour la santé, c'est bien, mais c'est clairement pas suffisant. Ok, bon, allez, c'est bon, c'est parti, je vous parle de moi. Donc, en fait, pour être 10 minutes, tu m'as dit, donc là c'est encore moins, c'est... Bah, c'est 8. Il va falloir que j'accélère. En gros, pour vous la faire très courte, j'ai eu une relation assez particulière au sport. En fait, j'ai souffert de troubles des conduites alimentaires et j'ai été obnubilé pendant une bonne période de ma vie par le culturisme. Et du coup, pendant à peu près 5 ans, je contrôlais absolument tout ce que je mangeais au gramme près. J'allais m'entraîner à la salle de sport entre 5 et 7 fois par semaine, avec des entraînements calibrés, chronométrés, bref, j'étais dans le contrôle absolu. Et j'avais pas d'outils pour conscientiser et expliquer ce qui s'était passé. Et puis, quand j'ai découvert la théorie de l'autodétermination, ça allait déjà mieux de mon côté, mais je l'ai appliqué rétrospectivement à l'évolution de cette relation. Et en gros, quand je dis d'une relation malsaine vers une relation apaisée, on aurait plutôt, pour être moins chargé sanitairement ou moralement parlant, l'idée c'est plutôt d'une relation contrôlée à une relation autonome, dans le sens où aujourd'hui, les activités physiques que je les pratique parce qu'elles me plaisent en elles-mêmes. C'est-à-dire quand j'ai pas d'idée de il faut que j'aille m'entraîner, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. En fait, je fais de l'activité physique quand ça me plaît, et j'ai un panel d'activités physiques, j'ai la chance d'avoir un panel d'activités qui me plaisent, et donc je peux jongler avec ça et je me sens libre globalement dans ma pratique de l'activité physique. Et c'est la même chose avec l'alimentation. Je me dis plus il faut que je mange telle quantité, il faut que je pèse, etc. Je me dis je mange ce dont j'ai envie de manger, enfin plus ou moins, enfin bref. En gros, c'est l'idée. Voilà. Donc voilà comment on peut l'appliquer. En fait, là, je vais vous faire 3 points avec la pratique parce que je l'ai utilisé rétrospectivement, je l'ai utilisé en situation présente quand j'ai eu des problèmes à gérer, et je l'ai utilisé aussi en projection. Donc là, typiquement, c'est un cas de situation rétrospective. Dans le domaine du travail, donc mon travail, qui est donc journaliste scientifique, et la particularité, c'est que je suis indépendant et qu'à cette époque-là, j'étais complètement isolé. En gros, c'est de l'indépendant en mode je travaille de chez moi et je n'affaire à personne. Un peu, le besoin de proximité sociale, là, il est out. Donc, en situation présente, ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, pour vous la faire très courte, j'en ai parlé un petit peu avec je sais plus qui,
j'ai fait un gros burn-out. Je me suis levé un matin et j'ai vu mon bureau et absolument impossible, une situation de sidération. J'ai frisé, littéralement. Et je pouvais plus écrire, alors qu'en fait, j'adore écrire. Et là, j'ai pas compris. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas? Et là, je fais le parallèle avec l'état d'amotivation et le parti pris de la tête de dire que s'il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de motivation. En fait, rétrospectivement, quand j'analyse, en fait, ça m'a aidé dans le sens où je me suis dit, mais en fait, c'est pas moi qui dysfonctionne, dans le sens où c'est pas ma volonté qui dysfonctionne, c'est juste que là, il y a des trucs qui sont pas satisfaits. Et en gros, parce qu'il y avait des pratiques que je faisais qui étaient de complètement nier mes besoins, et en gros, mon besoin de compétences, typiquement, me faire rémunérer des sommes en gros, standards, pour des articles standards de 3000, 4000 signes, alors que je fournissais un travail beaucoup plus conséquent parce que ça me plaisait, parce que j'étais curieux. Mais en fait, là, on est dans un cas typique de la régulation intrinsèque a été complètement minée par des régulations externes, liées au fait qu'il fallait que je génère de l'argent, parce qu'il fallait que je vive, et voilà, grosso modo. Donc ça m'a quand même aidé à ce moment-là de me dire, ok, je prends du recul, et en fait la finalité ça a été que j'ai dû à cette période-là retourner chez mes parents, parce qu'en fait aucun moyen de me sortir tout de suite de cette situation. Voilà, donc ça m'a aidé à prendre cette décision en fait. Au lieu de persévérer dans, c'est pas grave, il faut que je me fasse violence, etc. etc. Et pour, grosso modo, terminer, une pratique dirigée vers l'avenir et projective, ça a été quand j'ai dû prendre une décision, parce qu'en fait, j'ai repris mes études de psychologie en septembre 2023, et à ce moment-là, je m'étais un peu résigné, je m'étais dit, ok, je ne reprendrai pas mes études, parce que ça faisait quelques années que j'essayais de re-rentrer dans le cursus universitaire, et j'avais trouvé un travail alimentaire, entre guillemets, dans une salle d'escalade, et on m'a proposé un CDI dans cette salle d'escalade. Et donc j'ai accepté ce CDI au départ, et le 26 août, Parcoursup se réveille, et m'informe, j'étais en plus en vacances en Chamonix, moi je me réveille, et hop, je vois ça, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc là, j'ai dû prendre une décision, est-ce que j'accepte ce CDI, ou est-ce que je reviens sur ma décision, ou est-ce que je pars pour la reprise d'études? Et donc là, je me suis projeté dans le temps en essayant de me dire, ok, à quel point mes besoins vont être satisfaits, à quel point, les deux environnements, je les ai accolés comme ça, je dis lesquels vont satisfaire, quelles régulations vont venir s'injecter là-dedans, etc. Alors il y aurait des trucs à redire parce que bon, dans l'absolu, quand j'ai repris aussi l'université, je savais très bien qu'il allait y avoir des dynamiques contrôlantes, et donc c'était compliqué, j'avais peur, une peur encore qui est toujours un peu la mienne aussi, c'est que le contexte universitaire puisse miner à terme ma motivation à m'intéresser à tout un tas de trucs. Bref. Pour terminer, grosso modo, et ça pourra servir pour l'atelier de demain, le processus d'introspection de la TAD, en gros, c'est le truc simple que je fais quand je me pose une question sur pourquoi, parce qu'en fait, le déclencheur, c'est, il y a une absence ou une baisse de motivation qui se produit. Je me demande, je recherche des explications, pourquoi est-ce que je suis plus ou moins motivé qu'avant. Soit il y a des raisons évidentes, c'est-à-dire, en gros, je suis fatigué, ou j'ai plein de trucs à gérer, ou ça, c'est des raisons qu'on va qualifier de, évidentes d'un point de vue juste énergétique, d'un point de vue de la vie en général, ou alors il n'y a pas de raison évidente, et là je mobilise les outils de la TAD, donc est-ce que mes besoins psychologiques sont satisfaits, est-ce que mon environnement est contrôlant ou plutôt autonome, quelle régulation détermine mon comportement, etc., etc., etc. Voilà, merci. Non, on est large sur le temps. Ah, 12 minutes de questions là. 2 minutes de questions. 12. David. Merci beaucoup pour la partie application quotidienne avec plein d'exemples. Parce que j'avais déjà entendu parler de la théorie de la détermination sur le blog de Hacking Social. Oui. Du coup, ça me permet de faire le lien, juste, je vous le montre. Si jamais la théorie de l'autodétermination vous intéresse, il y a, voilà, ça, je l'ai pas lu en entier parce qu'il est très long, il fait 630 pages, mais il est super et il est surtout écrit avec un style de gamification, avec des icônes, donc c'est vraiment très très chouette. Du coup, c'est VC, c'est VC, exactement. Et il est écoutable en podcast aussi. Ok, je savais pas. Oh waouh, je savais pas. Trop bien. Du coup, pardon David, excuse-moi. Voilà.
oui, et il y a pas mal de trucs où ça paraissait très abstrait, notamment avec les mots de régulation, motivation, transaction, donc c'est super pour les applications. Du coup, j'ai réfléchi à plein de situations dans ma vie ou dans celles de collègues, de camarades, de colocs, où j'essaie de les placer dans ton super schéma là, où tu es resté longtemps dessus. Ouais. Et peut-être c'est hors de ton champ de compétences, mais Ouais, notamment, je me demandais où est-ce qu'on peut placer la consommation d'une substance addictive dans les différentes régulations. Est-ce qu'on peut la placer à différents endroits possibles? Oh, wow. Peut-être tu peux afficher le schéma en même temps. Oui. Substance. Oui. Mais j'ai peut-être peut-être que ça peut être pour demain aussi, mais moi je me demandais exactement comment classer aussi l'altruisme en tant que motivation, parce qu'il y a quand même des études C'est qui montrent intégré. que c'est Intuitivement, je la mettrais là, ouais, tout de suite. Ouais, à fond. Ouais. Voilà, si on aime vraiment ça, que ça nous Oui. apporte beaucoup de satisfaction entre entre satisfaction et plaisir, effectivement, on va pouvoir être dans le truc. Peut-être qu'elle pourrait être là et là, si jamais il est dans une dynamique de je recherche vraiment la glorification via l'altruisme, ça pourrait plutôt être ici, mais si c'est vraiment proche des valeurs internes de l'individu, ça serait... C'est-à-dire que je pense qu'effectivement ça permet peut-être de faire une forme de démarcation entre le fait d'agir par devoir et d'agir par altruisme, puisqu'on est un peu, nous, clairement les héritiers d'une génération qui cherche des motivations intrinsèques qu'on associe beaucoup à l'individualisme, qu'on critique aussi beaucoup, au matérialisme et tout ça, par opposition à une génération qui était beaucoup dans la régulation externe et qui disait nous on agit par devoir pour subvenir aux besoins du foyer, etc. Voilà. Ouais, je me dis que c'est peut-être... Du coup, tu veux dire qu'il y a une opposition entre le devoir et la valeur, hein. Du coup, Non, parce que le devoir est une valeur aussi, du coup, mais entre le devoir et l'altruisme en tant que motivation intrinsèque, et le devoir comme motivation extrinsèque, du coup. Voilà. Peut-être une démarcation. Oui, Kim. Est-ce que tu t'es intéressé à tout ce qui est neurobiologie dans les intérêts justement et dans la motivation, parce que pour le coup la dépression, il y a quand même aussi quelque chose de sous-jacent au niveau neurobiologique qui est au-delà de le langage et la motivation. Enfin voilà, moi je suis pas... je pense qu'il y a des choses qui peuvent se compléter et on en parlait l'autre fois un petit peu, la dopamine, les choses comme ça où c'est réel et à force justement de surstimulé un petit peu chaque jour avec les écrans qui n'aident pas non plus, enfin vraiment, et voilà, bon je sais pas. Je sais pas non plus, je t'avoue. Mais carrément, enfin... Que pour faire des liens. Oui, c'est pour ça, donc j'ai envie de dire le mot neurosciences, neurobiologie, physio et un peu neuromédiateur quoi, qui forcément agissent dans la motivation et voilà. C'est de l'appel à participation. Ouais, peut-être que... Pardon. Peut-être que ça va pas agir directement sur la régulation, mais que ça va agir sur quelles activités vont rentrer dans quelle régulation. Genre si t'es trop sur... merde, comment on dit, j'ai un trou, bref, si t'es surstimulé, merci, ou que t'es fatigué ou quoi, même les activités qui normalement tu les fais avec une régulation intrinsèque, elles vont passer dans les autres. Elles vont être décalées, parce que tu vas plus avoir... Une motivation intrinsèque à dormir. C'est pas clair je suis toujours pas convaincue. Mais pour moi, il n'y a même plus de question de, en effet, la thématique, quoi. C'est que neurobiologiquement parlant, en fait, il n'y a pas. Enfin, peut-être du coup, peut-être Valentin, je sais pas si. Je suis désolé, j'ai pas entendu. Ah ouais. J'ai pas écouté le début de section. Je trouve que t'as dit que tu l'écoutais. Article Mais quand ça se décale, ça peut se décaler dans à motivation. Et du coup, tu peux pas la faire, l'activité. Complètement. Oui. Donc, c'est là que tu peux pas la faire, c'est quand ça se décale tellement que ça arrive dans à motivation, que t'arrives plus, quoi. Oui. Est-ce que c'est la partie un peu conscientisée du truc? Exactement, en fait, c'est que c'est au point que même on a la motivation existe, la boulie existe, le fait de ne plus pouvoir existe, et dans la dépression entre autres aussi. Et en fait, c'est quelque chose de neurobio où pour moi, on ne parle même pas de théorie d'autodétermination à ce moment-là. En fait, c'est même ça, c'est dire qu'il y a des choses peut-être avant ou qui complètent, c'est pour ça que je dis compléter, mais parce que là, on parle même pas de théorie d'autodétermination à ce moment-là, c'est quelque chose de sous... Ah, salut, t'as... Ah ouais. Excuse-moi, mais peut-être Richard, une question, est-ce que c'est en rapport avec ça ou est-ce que c'est pas en rapport? Du coup, on continue la discussion. Je vais être très rapide alors. Mais je pense que c'est des niveaux de lecture différents. Je sais pas, comme je pense par exemple aux émotions, on a une façon d'en parler qui est très psychologique, la peur, etc. Mais si on revient à un niveau fondamental purement biologique, c'est juste des neurones qui s'activent et qui décrivent deux dimensions, c'est-à-dire positif, négatif et plus ou moins intense. Je pense que là, c'est
on fait communiquer deux niveaux qui se valent pas complètement. Moi, je pense à la question de la motivation externe. Je sais qu'en Expert, on utilise beaucoup, notamment, on utilise l'argent pour motiver les gens. On a besoin de contrôler la motivation externe, mais c'est pas parce que en fait, c'est justement parce que les individus reçoivent, vont éviter des pertes ou vont pouvoir augmenter leurs gains qui fait qu'il y a une motivation et qui va créer une autodétermination. Et si jamais des gens, je pense à des métiers où le salaire n'est pas suffisant, en fait, ça peut justement empêcher d'exercer des motivations intrinsèques. Donc, en fait, c'est pas présence-absence, c'est plutôt que ces dimensions qui sont mobilisées. Pour moi, ça se complète. Ouais, totalement, ça se complète, mais quand on parle de pathologie, du coup, on peut pas juste dire on fait un entretien motivationnel et puis les personnes dépressives vont. Parce que je dis en fait, peut-être qu'un traitement qui est, et en plus de ça, plus un accompagnement, plus une recherche de toutes les ressources prises autour, ça va permettre, mais en fait, un cancer qui potentiellement est venu parce qu'il y a eu un stress chronique tout au long de la vie, on va pas juste enlever le stress chronique et le cancer est parti. Enfin, voilà, c'est plus, il y a des raisons aussi derrière neurobio et physio qui, je pense, tout le monde est d'accord avec ça. Sur la dépression, typiquement, il y a des preuves empiriques qui montrent que traitement plus thérapie, généralement, c'est le combo gagnant. Donc effectivement, l'idée c'est pas de dire thérapie versus quoi, ou automatisation versus neurone, c'est un package quoi, clairement. Ok. Il y a une question de. C'est une petite facétie, mais c'est une vraie question. J'aimerais savoir où as-tu puisé ta motivation à présenter cet objet aujourd'hui. C'est de la méta-cognition. Où j'ai épuisé ma motivation. Ici quand même. Hein. Oui, carrément. Oui. Parce qu'il n'y avait pas le choix. On t'a un peu contraint. Un peu. Ce qui n'est pas bien, c'est qu'il n'y avait pas le choix de s'en sortir et de trouver des situations pour réguler ça. Enfin... Est-ce qu'il y a du besoin de reconnaissance aussi qui te mettrait dans la régulation externe peut-être Alors c'est pas pour te faire une Non, le besoin de reconnaissance, je pense que c'est plutôt ma formation universitaire, le besoin de reconnaissance. Il y en a là-dedans. Besoin de légitimité via les institutions, d'obtenir un titre. D'ailleurs, je vais probablement faire une thèse pour ça d'ailleurs. Ou pas, ça dépend. Ça dépendra de à quel point l'environnement est favorable. Mais non, dans l'absolu, c'est plutôt là, je pense que la participation ici, c'est plutôt pour satisfaire le besoin de proximité sociale, je pense. Non. Ouais, je reviens juste vite. Donc, généralement, dans toutes les classifications NML, il y a trois motivations au modèle, c'est décrire, expliquer et prédire. On va dire que les modèles neurobio vont peut-être plus prédire le comportement ou l'action des individus, mais ça, c'est un modèle qui décrit quand même très bien ce qui se passe au niveau psychologique, c'est-à-dire pas au niveau des neurones, mais au niveau conscientisé. Moi, je mets cette distinction qui est importante, c'est que ça... Décrire, prédire. Décrire, expliquer et prédire. Et ça décrit et savoir ça peut expliquer très bien les comportements et ce qui se passe, le ressenti de l'individu. C'est important de préciser ça. Oui. Je suis désolé, je reviens à la base, mais en fait je me rends compte que j'ai pas bien compris le concept de conation. Oui. Alors. Le concept de conation ou de métaconation ? Enfin, les deux quoi du coup. Attention les deux. Oui, bah en fait, c'est pour ça que c'est une distinction un peu artificielle, mais l'idée de base c'est de dire que, parce que ça se définit par rapport à la cognition. La cognition c'est plutôt j'engrange des informations par rapport au monde et j'adapte mon esprit, ce que je crois vis-à-vis de ce que je reçois. Et l'autre, la conation, c'est plutôt j'ai des désirs qui sont probablement formés par mon environnement, mais j'ai des trucs qui sont internes, que je veux, et je vais essayer d'adapter le monde, je vais entreprendre des comportements, et donc c'est ça qui va me motiver à agir sur le monde. Donc la conation n'est pas le comportement. Pas loin. La connexion, c'est très lié en fait à la motivation, volonté, attitude, à partir de laquelle tu vas te mettre en action. Est-ce que c'est l'exécution ? Après, je suis pas expert de la connexion, donc je peux me tromper sur la définition. De motivation. Hein ? Alors ça dépend de la perspective, je me Vas-y, de permets-toi. Mais alors là pour le coup ça relève pas de mon domaine d'expertise mais plus de mes souvenirs de formation en psychologie. Où classiquement quand on fait de la psychocog, on nous distingue la cognition, la métacognition, donc les connaissances qu'on possède sur notre propre cognition, et la conation qui chez beaucoup d'enseignants-chercheurs est utilisée comme un synonyme de motivation et affect. Et du coup, dans cette perspective-là, c'est une manière très simpliste de le poser, et selon les théories derrière lesquelles
que tu utilises pour développer plus de connaissances là-dessus. Tu peux réduire conation à motivation, ou tu peux intégrer d'autres éléments liés aux motivations dessus. Et la métaconation, ce serait les connaissances que tu possèdes sur tes propres motivations et la manière dont elles s'exercent dans la manière dont tes comportements. Enfin, dans ce qui va résulter en termes de comportement. Du coup, en gros, la motivation, c'est ce qui pousse à agir, c'est ça? Oui, si on veut caricaturer ça. Forme de moteur, ouais. Ouais, forme de moteur. Vas-y, c'est à toi qui. Pardon, c'est pour être sûr de... Par exemple, quand j'essaye de placer un de mes comportements dans ton super schéma, je suis en train de faire de la métaconation. Oui. Bravo, c'était bon.